général du Conseil de discipline du PDCI RDA, secrétaire exécutif chargé des élections de l'état civil, de la liste électorale et de la veille juridique du PDCI. Qui mieux que Maître Blessy Jean Chrysostome, puisque c'est de lui qu'il s'agit, pourra nous entretenir autour de ce thème, l'inscription sur la liste électorale 2025. Nous rappelons que l'émission s'appelle La parole militant, donc il revient à vous, militants d'ici et d'ailleurs, de poser vos questions en direct. Nous ne serons pas seuls sur ce plateau, nous serons bien sûr accompagnés de notre honorable secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, voilà, l'honorable Diaoufoué qui sera avec nous sur ce plateau. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Elodie. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est toujours un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et juste en face de vous, nous avons une haute personnalité, je vais vous le présenter, c'est Maître Blessy. Maître, bonsoir. Merci, bonsoir. Maître, nous avons vraiment eu beaucoup d'intérêt à vous suivre sur les réseaux sociaux lors de la rencontre d'information qu'a donné le président de la CEI. Une intervention fort remarquée. Justement, c'est autour de ce qui concerne cette réunion qui a eu lieu avec toute les représentants ou les responsables de la CEI concernant l'inscription sur la liste électorale que nous allons aujourd'hui parler. Voilà. Donc, nous vous écoutons. Je rappelle que vous aurez au cours de cette émission des questions qui vont venir de partout parce qu'ils sont déjà en ligne, ils nous ont pris au cours, ils sont les militants du PDCI RDA d'ici. Quand je dis d'ici, que la Côte d'Ivoire est bien sûr de l'extérieur, on peut recevoir des intervenants du Canada, des États-Unis, en tout cas de tous les militants que requiert notre parti, le PDCI RDA. Donc déjà, Maître, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à vos activités? Mes activités sont multiples, mais en fait, elles sont regroupées dans une seule matrice. C'est anticiper. Il faut anticiper. J'ai été moi-même acteur, donc candidat à des élections législatives, et je me suis rendu compte que le PDCI n'anticipait pas. On allait aux élections, on était surpris par la cartographie électorale, on était surpris par la demande de la CEI qui demandait qu'on leur fasse venir nos représentants. On était surpris par les élections des CEL, on était surpris par la révision de la liste électorale, on était surpris par tout. Et puis deuxièmement, on allait à ces élections-là souvent sans stratégie. On allait dans un village, on faisait un meeting, il y avait 1000 personnes, on trouvait que ça avait marché, ça avait marché. Et donc à partir de ma nomination, ce que j'ai voulu faire s'appelle anticiper. Il faut que j'anticipe sur l'étude de la cartographie électorale, que le PDCI puisse approcher la CEI pour savoir quel est son chronogramme, pour que nous puissions anticiper sur tous ces actes-là. Anticiper sur la cartographie électorale, anticiper sur la désignation des personnalités qui doivent représenter le PDCI, qui doivent, au nom du PDCI, être dans le comité électoral, anticiper aussi dans la commission électorale, anticiper aussi sur la question des élections, on y reviendra, anticiper aussi sur la question de l'identification, anticiper sur la révision de la liste électorale, anticiper encore sur la désignation de nos représentants pour ne pas attendre 2 jours, 3 jours pour prendre 2 tondus et 3 pellets pour nous représenter. Nous cherchons à anticiper sur tout. Et en anticipant, on peut, la tête froide, asseoir une stratégie, asseoir une façon de travailler qui permette au PDCI d'aller de l'avant. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc le secrétaire exécutif chargé des élections, de l'état civil électoral, de la veille juridique et tout cela, travaille tous les jours à la permanence du PDCI au plateau avec une équipe pour préparer le PDCI à la victoire d'octobre 2025. Justement, nous avons remarqué que le PDCI véritablement veille sur tout ce qui est question concernant l'inscription sur la liste électorale, parce que d'après ce que moi je sais, c'est que vous avez déjà relevé des tares au niveau de cette liste électorale où il y avait des personnes qui avaient été enregistrées. On a dénommé plus de 4000 personnes centenaires qui ne devaient pas être sur la liste, je crois. Et puis en plus, bien d'autres choses où il y avait des personnes qui avaient des centaines d'enfants qui étaient enregistrés. Et là,
la liste que nous avons, qui est la liste de 2023, n'est pas pertinente. Elle n'est pas pertinente, elle est sujette à beaucoup de... On ne peut pas avoir confiance. Je ne peux pas m'enfermer dans les chiffres. Il y a beaucoup de centenaires. Je sais bien si la population ivoirienne vieillit, mais c'est des centenaires suspects. Il y a beaucoup de femmes qui sont mères de 350 enfants, de 27 enfants, de 50 enfants. C'est suspect. Nous avons conduit des enquêtes dans ce domaine. Il y a des personnes qui sont à inscription multiple, même état civil, même visage, numéro de carte d'électeur différents. Nous avons aussi beaucoup d'individus qui sont déplacés de force de Port-Boué et qu'on fait dériver à Dieucoué, qui ne pourront jamais voter. Nous avons aussi des personnes qui portent des filiations maternelles assez suspectes, qui procèdent des registres que nous avons perdus dans la zone Séno. Il y a tout un ensemble. Il y a tout un ensemble. Le président de la commission électorale indépendante, à l'occasion de la rencontre que nous avons eue, a dit, par exemple, par rapport aux personnes décédées, que dès l'ouverture de l'enrôlement, c'est-à-dire dès le 19, on pouvait faire connaître aux différents centres d'enrôlement les personnes qui sont décédées. Sur la liste électorale de 2023, de nos travaux au niveau de du secrétaire exécutif chargé des élections, nous pouvons compter près de 500 000 personnes décédées qui figurent encore sur la liste. Oh. Qui figurent encore sur la liste. Comment les traiter? La CEI nous donnera les solutions et nous serons toujours là pour expurger ces personnes qui doivent plus être sur cette liste de la liste électorale. Nous voulons aller à des élections propres. On va avoir des élections propres avec une liste très propre. On ne peut pas avoir laissé figurer des morts, on ne peut pas avoir laissé déplacer faire des transhumances obligatoires, on ne peut pas laisser des cas de femmes qui ont 350 enfants, on ne peut pas laisser des cas de mineurs qui sont sur la liste électorale, on ne peut pas laisser et tout. Il y a tout un ensemble. Nous avons un dossier prêt. Ok, d'accord. Avec l'honorable Dia, il faut dire que le président Kubet, le président de la CEI, avait relevé le problème de sensibilisation. Voilà, donc c'est comme s'il y avait un manque d'informations, comme quoi la CEI avait lancé, par exemple, qu'on parte vérifier les différents noms, voilà, des futurs électeurs sur la liste électorale, ce qui n'avait pas été fait. Donc, il a plutôt décrié un problème de sensibilisation où on remarquait un manque d'affluence dans les différents bureaux. Qu'en est-il alors que vous êtes le chargé de la mobilisation? Je tiens à vous remercier, Elodie. Tout à l'heure, M. Bessil a bien signifié, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anticipation qui fait la différence. Depuis qu'il a les rênes du secrétariat exécutif chargé des élections, effectivement, tout le PDCI est vraiment orienté vers les élections. Le fait que je sois secrétaire chargé de la mobilisation, ce poste-là est vraiment orienté sur la mobilisation des électeurs. C'est surtout sur la mobilisation des électeurs. Et le PDCI a anticipé sur la mobilisation des électeurs. C'est pourquoi vous voyez la dernière fois le président Tidjane Thiam l'a bien signifié, qu'il faudrait que la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'inscrire sur la liste électorale. Donc il a signifié que notre objectif, c'est de faire tout notre possible pour qu'on puisse atteindre 4 millions d'inscrits sur la liste. Donc depuis lors, nous avons été sur le terrain pour sensibiliser, pour appeler tous les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale. Tout à l'heure, M. Bessil l'a bien signifié, la liste électorale, il y a beaucoup d'anomalies. Et dernièrement, il a vraiment bien défendu à la CEI, devant le président Kubet. Et vous voyez, aujourd'hui, le président Tidjane Thiam, il le dit tout le temps, que les anomalies de la CEI sont un problème. Mais c'est à nous de faire en sorte de mobiliser le maximum d'Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale. Et cette période, elle est arrivée. Et nous continuons de sensibiliser, de mobiliser les Ivoiriens à s'inscrire. Mais néanmoins, vous voyez, l'opposition, dernièrement, a soulevé un point. C'était de voir dans quelle mesure on pouvait permettre aux Ivoiriens de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Donc,
ils ont demandé à ce que cette inscription puisse s'étendre et être permanemment ouverte. Et 3 mois avant les élections, on puisse se fermer pour faire le décompte. Mais malheureusement, Maître Bessier était présent. Le président Kubert a considéré que lorsqu'ils font la révision de la liste électorale, ils mobilisent 22 000 personnes personnelles et que ces personnes-là, ils doivent les payer par jour. Mais nous considérons qu'il y a des alternatives. Comme il y a les sous-préfectures, il y a les préfectures, il y a les mairies qui sont là. Donc c'est des activités qui sont possibles. Maintenant, vous voyez, on est confronté aussi à un problème. Comme nous sommes dans la pratique, c'est que le président Kubert a dit que les gens ne sont pas mobilisés. Il n'y a pas d'affluence, effectivement. Mais c'est lié à un problème qui est bien précis, c'est que, par exemple, la gratuité du certificat de nationalité. La gratuité débute le jour de l'enrôlement. Alors que la majorité des Ivoiriens qui n'ont pas de pièces, lors de cette gratuité, c'est une opportunité pour eux. Donc c'est le jour de l'enrôlement, ils iront tous essayer de faire la documentation pour avoir le certificat de nationalité. Mais le temps que les juges, les magistrats puissent décharger ce certificat de nationalité pour, on m'a dit même pour 4 millions de personnes, vous verrez bien que, d'abord, il n'y a pas eu de renforcement de ces magistrats. Et dernièrement, il y a eu un document du ministère de la Justice qui vient de stipuler, confirmer aux magistrats que ce sera gratuit. Mais si on a 4 millions de personnes qui envoient les dossiers pour avoir le certificat de nationalité, le temps que le certificat de nationalité sorte, déjà les 3 semaines seront déjà épuisées. Et si les gens sont dans les centres et ils voient qu'il n'y a pas d'affluence, ils considéreront que ce n'est pas la peine. Mais pendant qu'ils attendent les Ivoiriens à venir avec leur certificat de nationalité, tous attendent les documents au niveau du palais de la justice. Donc, vous voyez. Donc ça allait être vraiment plus intéressant qu'on essaie de permettre cette gratuité 3 mois, 6 mois avant, afin que lorsqu'on ouvre la liste électorale, tout le monde puisse avoir ces documents en main et puisse se faire enrôler immédiatement. Donc nous continuerons la sensibilisation, mais sincèrement nous appelons vraiment tous les Ivoiriens à se mobiliser. À se mobiliser parce que ces élections de 2025, ce n'est pas une élection comme les autres. Il faudrait qu'ils soient tous mobilisés pour aller s'inscrire. C'est vraiment important. Le président Tidjane Thiam l'a dit, que le fait d'être inscrit sur la liste électorale, si on est vraiment très nombreux, on atteint les 4 millions d'inscrits, ça va permettre à beaucoup de choses de changer. Parce que les gens vont comprendre que la majorité des gens qui sont venus s'inscrire, c'est des gens qui aspirent à un changement. Voilà. Donc la sensibilisation pour s'inscrire, nous l'avons commencé très tôt, comme Maître Bessie l'a dit, l'anticipation. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au moment fatidique où il faut s'inscrire, il faut comptabiliser tous ceux qui ont pu s'inscrire et nous continuerons la sensibilisation. Maître Bessie, voilà, il a été donné, je crois, 1 mois. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à partir du 19 octobre que va être ouvert. 3 semaines. C'est 3 semaines. Wow. Est-ce qu'en 3 semaines, les 3 semaines sont-ils suffisantes pour justement permettre à un maximum de personnes d'être enregistrées? Non. Non, ce n'est pas possible. Mais je vois, la façon d'évaluer de la CEI tient compte des embûches qu'ils ont créées, que l'État a créées, que l'État crée pour l'obtention des pièces. Voyez-vous, je m'occupe de l'identification. Mais nous sommes dans un pays où de Mans à Béoumi, de Dieucoué à Saïwa, le prix d'un acte de naissance varie. Ça peut aller du simple au triple. Ça varie. Nous sommes dans un pays où, quelquefois, le sous-préfet n'est pas au courant de ce qu'il existe une loi de 2018 qui crée des procédures particulières d'établissement d'actes de naissance. Nous sommes dans un pays où, dans certaines sous-préfectures, il n'y a pas de registre ou un nombre suffisant pour faire établir, pour faire enregistrer les déclarations de naissance. Nous sommes dans un pays où, curieusement, les formulaires, les imprimés d'actes de naissance sont fabriqués par chacun des sous-préfets ou chacun des maires à son design préféré, sans qu'il y ait de contrôle, rien du tout. Et nous nous retrouvons dans des sous-préfectures, presque la totalité des sous-préfectures en Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de requête.
il n'y a pas de requête pour recevoir la demande d'extrait de naissance des Ivoiriens qui n'en ont pas. Donc, avec la somme de tous ces problèmes, le gouvernement ne peut pas nous dire, l'État ne peut pas nous dire qu'il est dans la même vision que nous, celle de rechercher 4 à 5 millions d'électeurs en plus pour mettre sur la liste électorale. Pour l'État, c'est de la fafaronnade, c'est du vuvuzela. C'est bon pour la communication internationale, c'est bon pour la communication. L'État ne recherche pas les 5 millions, mais les 4 millions d'électeurs. Sinon, l'État ne mettrait pas ces embûches-là pour ne pas arriver à l'établissement de ces actes de naissance. Ensuite, je ne pleurnicherai pas pour savoir si 3 semaines ça suffit ou pas. Habituellement, c'est 1 mois. Mais je ne sais pas pourquoi dans ce pays, on aime se créer des difficultés. Mais vous êtes suspect, vous êtes forcément suspect. Il est possible, du 1er janvier au 31 décembre d'une certaine année, que tous ceux qui arrivent à la majorité se déclarent à la police, se déclarent à la sous-préfecture, se déclarent à la mairie pour avoir la carte nationale d'identité qui serait délivrée en même temps avec son inscription sur la liste électorale avec sa carte d'électeur. On prévient seulement que celui qui aura sa carte d'électeur 3 mois avant les élections prévues pour octobre ne sera pas sur la liste électorale parce qu'il faut des travaux. Et c'est fini. Tout le monde a son nom sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'on craint donc? De quoi a-t-on peur? 3 semaines, visiblement, ça ne suffira pas. Parce que, observez, en mettant gratuit, et je félicite le gouvernement pour ça, le certificat de nationalité, il y aura forcément un goulot d'étranglement dans les tribunaux. Les magistrats feront les efforts, mais ne pourront pas juguler réellement le flot de demandes qu'ils auront sur leur bureau. Et puis, ça arrive un peu tard, parce que hier encore, on ne délivrait pas encore les certificats de nationalité gratuitement. Nous espérons que ce sera ce lundi. Mais même si c'est ce lundi, c'est trop proche du 19. À quel moment ils auront les certificats de nationalité? On aura tous ces certificats de nationalité pour pouvoir aller présenter cela au centre d'enrôlement. Donc forcément, la période de 3 semaines ne suffira pas. Le président de la commission électorale de l'Assemblée dit qu'on appréciera par rapport à l'engouement et on va proroger. Mais attendez, c'est dans quel pays tout est factuel, il faut attendre l'engouement pour le faire? Non, c'est un droit. C'est un droit, il faut aller rapidement. Depuis des années, à chaque indication, on fait une prorogation. Mais pourquoi doit-on attendre qu'il y ait ce monde-là pour faire toujours de façon normale une prolongation? Nous ne comprenons pas. 3 semaines, ça ne suffira pas, mais le PDCI a indiqué la voie, nous indiquons la voie. Le gouvernement ne veut pas suivre, ils ont leurs intérêts, ils ont leurs raisons, bon, ça fait suspect. Nous voulons juste rappeler à tous ceux qui nous suivent en ligne qui pourront poser les questions. Voilà, justement, Maître Blessy et l'honorable Dia sont à leur disposition pour ce qui concerne les questions relevant de l'inscription sur la liste électorale de 2025. Voilà, Maître, il avait été dit aussi que, je crois que c'est sur votre appellation. Non, ce n'est pas l'inscription, ce n'est pas la révision pour 2025. C'est la révision de 2024. Je tiens à ça parce que c'est très important. La révision est annuelle. Donc nous sommes en train de faire la révision de la liste pour 2024. Il doit avoir une révision pour 2025 avant qu'on aille aux élections. Et cela, c'est la loi qui le dit. Et nous ferons tout pour que cela se tienne. Voilà qui est clair. Hein? Donc, nous sommes là justement pour encourager les uns et les autres à se faire inscrire ou à aller vérifier sur la liste. Parce que très bientôt, cette liste sera ouverte. C'est justement le 19 octobre. Nous allons rappeler cette date pour véritablement permettre au maximum des Ivoiriens à être inscrits sur la liste électorale pour l'année 2025. Voilà, honorable. Oui. Dia. Oui. Comme Maître l'a dit, Maître l'a très bien signifié, qu'il va falloir que cette révision de la liste électorale qui aura lieu en 2024, il y aura une deuxième
révision de la liste électorale en 2025 parce que c'est constitutionnel. On demande à ce que chaque année, la CEI a pour obligation de faire une révision de la liste électorale. Je voulais savoir, ce n'est pas pratiquement dans les mêmes périodes, hein, parce que pour l'année 2024, nous commençons le 19 octobre. Ça ne voudrait pas dire que l'année prochaine, parce que c'est... On peut concevoir que ça commence en mars, ou que ça commence en février pour finir en mars. Voilà. Là, ça coïncide en même temps avec le besoin, et pour l'État et pour les partis politiques, d'inscrire le maximum de personnes. Ça laisse encore le temps pour faire l'identification, mais ça fait aussi respecter les textes de loi. Il faut vous rappeler que le président de la Cour, de la Commission électorale indépendante, avec les membres de la Commission centrale, ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel en disant qu'ils juraient de respecter la Constitution ivoirienne et la loi électorale. La loi électorale nous dit que la révision électorale doit se faire annuellement. On commence pour 2024, on va faire pour 2025. Le président de la commission électorale, bon, évidemment, à cette rencontre-là, on ne pouvait pas se permettre, sauf à être discourtois, à faire à se contredire. Mais le président dit, oui, je suis d'accord avec vous, Maître Bessi, la loi le dit. Mais on va le faire et puis ils ne seront pas nombreux à venir. Ils seront 250 000 alors que l'État a injecté beaucoup d'argent dans cette mobilisation. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une disposition légale, d'une prescription légale à laquelle l'État est obligé de déférer. Il n'y a pas à savoir, mais attends, il gaspille de l'argent pour beaucoup d'autres choses par ailleurs. La chose la plus importante, c'est qu'on puisse savoir que les Ivoiriens sont sur la liste électorale. Mais ça ne les dérange pas que le président de la République soit élu par 3 millions seulement de personnes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Nous sommes 26 millions. Et ceux qui t'élisent sont 3 millions. Mais ça pose un problème. Si ce n'est pas un problème de légitimité, mais c'est reprochable que tu sois élu par un homme aussi infime de tes ressortissants. Nous demandons simplement de remonter un peu le taux, que les Ivoiriens sont plus nombreux à s'intéresser à l'élection de leurs représentants. Cela est tout légitime et d'ailleurs, je pense que tout le monde devait y accéder. Mais là, moi, je profite pour faire une demande. C'est bien le certificat de nationalité. Peut-être parce qu'on a dit que le certificat de nationalité était plus cher. Mais moi, ce que j'attends de l'État, c'est qu'ils nous disent que les actes de naissance sont gratuits pendant toute cette période. Qu'ils soient gratuits. Parce que tous ceux qui y sont, il faut s'interroger. Celui qui m'écoute, je lui pose la question. La jeune fille de ménage qui est chez toi à la maison, est-ce qu'elle a les papiers? Est-ce qu'elle a un acte de naissance? Non. Le jeune homme qui vous sert à boire after work, dans le maquis, bien dans le café, demandez, est-ce qu'il a un papier? Non. Les femmes qui vendent au marché, est-ce qu'on a des papiers? Non. Aucun extrait de naissance. Aucun extrait de naissance. Les Ivoiriens n'ont pas d'extrait de naissance. Et pourtant, c'est une obligation sur la base des conventions internationales pour un État de doter ses ressortissants des éléments de l'état civil. On va me dire que ça ne coûte pas cher un terme de 500 francs. Quand ta femme a accouché, tu as 3 mois pour aller faire cette déclaration. Mais on doit d'abord se dire que la population ivoirienne n'est pas une population habituée à la procédure administrative. Moi-même, on ferait quelque chose. Le dernier a déposé le dernier jour prévu pour la période. Il faut comprendre que le problème aujourd'hui, c'est l'extrait de naissance. La gratuité des certificats nationaux, c'est bon. Mais faites-nous voir la gratuité de l'extrait de naissance. Si ce n'est pas la gratuité, un coût fixe de Duekwe à Beomi, de Duekwe à Saïwa. Pour qu'on nous dise, oui, c'est 500 francs, l'extrait de naissance. Avec la procédure de 2018. Parce que la procédure de 2018 nous dit que l'établissement est gratuit. Mais le timbre n'est pas gratuit. Et le timbre, les sous-préfets et préfets y ajoutent des faux frais. Parce que dans la sous-préfecture, lorsqu'on établit l'extrait de naissance, il faut aller déposer la requête chez le procureur en ville, à 60 km. Mon véhicule ne marche pas bien, je n'ai pas d'essence dedans, il faut encore payer. C'est-à-dire que l'acte de naissance revient à 12 000 à 15 000 un seul extrait. Ce n'est pas normal dans un État qui se respecte qu'il n'y ait pas de prix fixes. Il faut qu'on arrive à ça. D'accord. Maître, nous avons des questions. Voilà, nous voulons nous
voulons lire la question de Dr Justice Mankou Nunzwe. Il dit, est-ce qu'on peut envoyer un proche faire notre enrôlement si on est à l'étranger? L'enrôlement se fait en présentiel. D'accord. La réponse est déjà donnée, Dr Justice Mankou. Mais quand il dit présentiel, ça fait beaucoup. Il faut soi-même être présent pour faire. Voilà. Il faut le faire soi-même. Voilà. D'accord. Monsieur Nono Kwaku, lui, il dit, Maître, pouvions-nous avoir un résumé du processus de maillage? Est-il déjà mis en place? Sinon, que reste-t-il à faire? Maître, pouvions-nous avoir un résumé du processus de maillage? Je suis un peu embarrassé parce que le maillage et d'autres choses participent à la stratégie électorale du PDCI et ce n'est pas le lieu pour en discuter. Mais en off, je pourrais répondre à cette question. Voilà. D'accord. Monsieur Kwame Kofi Augustin, pourquoi la liste électorale n'est pas encore auditée? N'est pas auditée. Beaucoup de morts dans les villages n'ont pas été déclarés. Je voulais dire, je suis d'accord avec le PDCI lorsque le PDCI dit auditons de façon internationale la liste électorale. Ok. C'est une décision qui doit venir de l'État de Côte d'Ivoire. C'est des actes de souveraineté. L'État de Côte d'Ivoire n'accepte pas qu'on audite. Et si on doit l'auditer, celui qui en fait la demande doit sortir des TDR pour dire voici le but qu'on poursuit, voici ce qu'on doit sortir là. Les partis de l'opposition demandent cela depuis longtemps. Moi, j'observe simplement qu'il y a un blocage, ça n'apparaît pas. Le PDCI continue à demander l'audit. Mais je voudrais dire aussi aux militants, aux sympathisants du PDCI, qu'il y a un autre audit qui peut se faire par nous. C'est lorsqu'on dit la période de l'enrôlement sur la liste électorale est arrivée, le 19. Le 19, tu peux te déplacer et aller dire au centre d'enrôlement que telle personne est décédée, voici le papier. Ils sont obligés d'en tenir compte. Vous pouvez dire telle personne est décédée et envoyer les éléments de preuve à Maître Blessy, à la permanence du plateau, pour qu'il constitue le dossier pour y aller. Dire par exemple que telle personne n'est pas un national ivoirien. Envoyer la preuve, ou bien les indices qui permettent de le dire, à Maître Blessy. Il se charge de constituer un dossier pour faire. C'est-à-dire que si le président Tidiane Thiam et les autres présidents de l'opposition travaillent à inviter le pouvoir à effectuer l'audit, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'il ait la confiance. Mais avant qu'il l'obtienne, nous devons faire l'audit, comme le dit l'autre, morceau par morceau. C'est morceau par morceau. Les personnes décédées, les personnes inscrites plusieurs fois, les personnes qui n'ont pas la nationalité, tout cela, nous pouvons les dénoncer pour que nous puissions en faire un dossier. Nous sommes là pour ça. La veille juridique est là pour ça. Tous les éléments que vous soupçonnez, ainsi de suite. Évidemment, il ne faut pas que ce soit des accusations farfelues. Il faut argumenter, il faut documenter, il faut renseigner ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on ne peut pas comme ça. Voilà. Donc, nous travaillons. Nous sommes là au plateau, à la permanence du plateau. Venez nous voir si vous avez des cas. Venez les dénoncer si vous avez des cas avec les pièces que vous avez. Nous travaillerons et nous arriverons à cela. Maître, vous pouvez bien indiquer la permanence? La permanence du plateau se trouve juste en face de ce qu'on appelait la PJ, qui est la police judiciaire maintenant. D'accord. Monsieur Isaïe Ngoran... Police criminelle maintenant. Monsieur Isaïe Ngoran, lui, il demande pourquoi le changement du lieu de vote est suspendu. Non, le changement du lieu de vote n'est pas suspendu. Ce qui est suspendu, c'est que vous puissiez le faire par Internet. Les mutations qui se font sur Internet. Le président de la CEI a dit qu'il ne maîtrisait pas ce domaine et que sur 29 000 qui avaient été reçus en changement, il y avait 28 000 qui étaient frauduleux. Donc, on a annulé complètement la possibilité par Internet de faire ces mutations. Maintenant, vous devez le faire en présentiel. Vous devez vous rendre là-bas physiquement et demander votre mutation. Et on nous dit que si vous devez faire une mutation, changer de bureau de vote dans la même commune,
vous n'avez pas à présenter un certificat de résidence. Si c'est dans la même sous-préfecture, vous n'avez pas à présenter un certificat de résidence. Mais si vous quittez la commune pour aller à la sous-préfecture, vous devez donner un certificat de résidence pour justifier que vous avez aussi votre lieu de résidence dans cette sous-préfecture. Voici ce qui a changé. D'accord. Sa Majesté M. Ngoran, il dit de quels moyens disposez-vous pour contraindre la CEI à respecter la loi, à savoir l'actualisation annuelle du registre électoral? Moi, si je n'avais pas foi en la loi, je ne serais pas avocat. Je suis avocat. Il y a des moyens juridiques. Non, le président Cubière a beau dire oui, ainsi de suite, mais c'est des arguments factuels. Je suis sur la loi. L'article 2, l'article 6, l'article 35, tant du code électoral que de la loi qui fonde la CEI elle-même, disent que chaque année, la liste électorale doit faire l'objet d'une révision. Mais cela, on ne peut pas s'en cacher. Quelle cour, bien quel tribunal aujourd'hui me donnerait tort quand je dirais que la cour ne veut pas faire la révision annuelle? Mais qu'est-ce qu'ils ont donc à cacher pour ne pas faire la révision annuelle? Qu'est-ce que j'ai comme moyen? Les moyens légaux de faire une action pour les contraindre à faire la révision de la liste électorale. Les moyens de pression. Parce que tout le monde doit comprendre que... Mais attendez. Mais ils n'ont pas... Attends, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Europe pour se faire humilier par une journaliste sur cette question, pour bégayer. Non. C'est ici qu'il faut résoudre cette question. Et les textes vous disent clairement. Le président de la CEI hésitait, oui, on le fait, on ne fait pas, on fait. Il faut le faire, c'est chaque année qu'il faut le faire. Si on le fait chaque année, vous verrez que les frais et la durée, les Ivoiriens vont vous demander, on peut faire la révision en 5 jours, puisque ça se fait chaque année. Ça se fait tout le temps. Et puis, s'ils veulent vraiment que nous ayons 4,5 millions d'électeurs sur la nouvelle liste électorale, mais ouvrez pour que nous continuions l'identification jusqu'à la révision de la liste électorale de 2025. Je n'ai pas de grands moyens que la loi, que la justice. Et je pense que ça, c'est les moyens. Non, le président Alassane ne va pas me dire qu'il ne respecte pas la loi. Il respecte la loi. Il saura donner les instructions au président de la CEI pour que la révision de la liste électorale en 2025 se fasse. Mais tous ces observateurs qui viennent, qui sont en train de demander des agréments, mais ils doivent insister pour faire respecter la loi. Ou alors, comme c'est leur habitude, demain à l'Assemblée, ils nous envoient voter un texte dans lequel est extirpée complètement l'obligation de faire la révision de façon annuelle. C'est leur habitude. Ou alors le président signe une ordonnance, comme on le fait ici dans ce pays, pour dire qu'il n'y a pas de révision annuelle. Mais tant que la prescription existe dans les dispositions des lois, il faut que la CEI, il faut que l'État contraigne la CEI. Mais c'est là le début même de la crédibilité. Si ce qui est écrit qui vous oblige, vous ne les touchez pas, vous ne le faites pas, comment voulez-vous que ce qu'on ne voit pas et que vous déniez toujours, on vous croit? Ce qu'on voit là, vous dites, vous ne faites pas. Mais ce qu'on ne voit pas, mais vous le faites en cachette. Voilà. Monsieur Landry Yapi, il dit PDCI TV. Quelles mesures spécifiques le PDCI recommande-t-il pour garantir l'inclusion des jeunes, des femmes et des personnes vivant en milieu rural dans la révision de la liste électorale afin de s'assurer que chaque citoyen éligible puisse exercer son droit de vote? Ah, ça me plaît, les militants du PDCI RDA. Eh oui, ce n'est pas Tidiane Thiam qui va se rendre dans mon village à Aboakoro pour faire la sensibilisation pour que nos parents viennent voter. Il appartient à nous. Et puis, quand je le fais dans le milieu rural, je ne dis pas que je suis en train de mobiliser pour le PDCI. C'est d'abord une question de développement. Imaginez, on doit installer une maternité dans une localité. On s'interroge. Dans quelle localité est-ce qu'il y a beaucoup de femmes en âge d'accoucher, donc de fréquenter cette maternité? Mais dans un village X, toutes les personnes qui sont là sont déclarées, leurs naissances sont déclarées. Mais comment est-ce qu'on cherche à savoir quelle est la population qui vit là-bas? Mais par rapport aux déclarations de naissance. Donc on sait le taux de naissance là dans ce coin. Le petit village avec la petite population recevra cette maternité par rapport à votre gros village où tous les habitants n'ont aucun acte de naissance. C'est d'abord donc l'acte de naissance, c'est d'abord donc un acte de développement. Ensuite, c'est un acte d'identification civile. Mais comment tu peux être dans le pays comme ça, comme un mouton, tu n'as rien, aucun papier.
Tu t'appelles Pierre, elle s'appelle Chantal. Mais comment tu as fait pour savoir que tu t'appelles Chantal? Elle te dit non, c'est comme ça, elle m'appelle depuis toujours. Et tu n'as pas de papiers? Non. Comment est-ce que ces gens peuvent quitter Dieukwé pour venir jusqu'à Boaké avec simplement un carnet de baptême de SEMA? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut chacun, c'est chacun qui sensibilise ses parents. Maître Blessy, l'honorable Dia Oufoué, je suis rentré sur le terrain pour sensibiliser, pour aider. Nous devons le faire pour nos parents. Les présidents des mutuelles villageoises, les présidents des mutuelles, les présidents des ressortissants d'eux qui sont en Abidjan, ceux qui sont au village, ainsi de suite, au lieu de se battre pour des chefferies, ils doivent se battre pour que chacun dans son village ait un acte de naissance. Donc la stratégie pour l'avoir, c'est ça. Mais il faut dire que l'État ne fait rien pour que chacun soit pourvu d'un acte de naissance. Justement, il y a M. Guibo Kwasi qui pose cette question, honorable Dia. Il dit, est-ce qu'une levée de fonds est mise en place afin d'aider nos parents dans les campagnes qui n'ont pas accès aux informations et aux moyens financiers pour être inscrits sur la liste électorale? Oui, il y a une levée de fonds qui est en cours sur IPDCI, mais il n'y a pas d'engouement. C'est ça le problème, c'est une question culturelle parce que les Ivoiriens n'ont pas cette habitude. Donc ça fait maintenant plusieurs mois qu'on incite vraiment tout le monde à s'investir. Et c'est une opportunité que nous avons pour appeler vraiment tous les cadres qui ont reçu dans leur vie de s'approprier cela en aidant aussi nos parents. On n'a pas besoin vraiment de, comme le maître Bessie l'a dit, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Quel que soit où vous êtes, c'est à vous de vous organiser et de permettre à ces parents qui sont dans ces zones rurales-là de pouvoir avoir le papier. Et ce n'est pas seulement même dans les zones rurales, même dans les communes, partout. Les Ivoiriens n'ont pas de pièces, n'ont pas d'extrait de naissance, ils n'ont rien. Donc c'est vraiment ceux qui ont pu aller à l'école, qu'on a pu aider aujourd'hui, qu'on peut réussir, c'est de s'organiser pour essayer de mobiliser les ressources et de commencer déjà à s'organiser. Sinon, le président Tidiane Tcham a lancé avec IPDCI une mobilisation des ressources, mais bon. Ouais, il faut dire qu'il y a des cadres qui prennent leur bâton, qui rentrent dans la maison du PDCI et qui demandent, je suis venu pour donner l'argent pour l'identification. Et on lui indique les bureaux du directeur général du PDCI ou bien d'une personnalité PDCI. Cette personne fait son dépôt, on lui donne un reçu, c'est tracé correctement. Et donc si quelqu'un veut aider à l'identification, il y a dans toutes vos régions des délégués, des hauts représentants du président du PDCI là-bas, dans toutes les zones. Vous les approchez, exigez que l'argent soit tracé, que vous ayez un reçu pour pouvoir vous en prévaloir. Voilà. Mais il faudrait qu'ils s'investissent vraiment dans ce domaine. Parce que les hauts représentants représentent le président du parti dans les zones où ils sont. Voilà. Donc c'est très important qu'ils se mobilisent maintenant, qu'ils n'attendent pas qu'on les sollicite. Il faudrait qu'ils viennent d'eux-mêmes. C'est vraiment important. D'accord. Il y a Madame Diane Doyer qui, elle, présente un cas pratique. Elle dit, bonsoir Madame, bonsoir Messieurs, on salue, honorable. Mon fils est un nouveau majeur qui a vraiment hâte de voter pour la première fois. Cela fait 1 an que nous avons fait sa demande de la carte nationale d'identité, mais jusque-là, il n'a pas encore reçu. Il a son certificat de nationalité et son extrait de naissance et le récépissé de la demande de la CNI. Cela suffit-il pour qu'il se fasse enregistrer? Les Ivoiriens répondent bien même. Ça suffit bien même. Dans le texte que nous avons dans le décret, quels sont ceux qui peuvent s'inscrire sur la liste électorale? C'est d'abord celui qui a la carte nationale d'identité. Et ensuite, ou celui qui a le récépissé. C'est-à-dire que tu as fait toute la procédure devant l'ONESI, ainsi de suite. Depuis longtemps, on ne voit pas ta carte d'identité, on ne t'appelle pas pour rien. Tu prends le récépissé qui a été donné par l'ONESI et tu vas au centre d'enrôlement. On ne prend pas le récépissé pour attendre le jour du vote pour aller présenter. Non. On prend les récépissés, on va au centre d'enrôlement, on présente le récépissé et ça nous permet d'être inscrits sur la liste électorale. Deuxièmement, le certificat, ou bien le certificat de nationalité seul. Si vous avez un certificat de nationalité, vous le prenez, vous partez, présentez et on vous le donne. On vous inscrit. Voilà. Carte nationale d'identité ou récépissé de la carte nationale d'identité ou certificat de nationalité. Voici les éléments qui vous permettent, si vous êtes à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique. Voilà. Vous vous inscrivez sur la liste électorale. Voilà.
cas où la personne n'a aucun de ses papiers. Tu n'as aucun de ses papiers, il doit faire extrait de naissance et puis faire le certificat de nationalité. Mais l'extrait de naissance, c'est un parcours de combattant. D'accord. Il y a un militant qui pose la question, est-ce que le budget de la révision est inclus dans le budget de fonctionnement de la CEI? Si oui, ont-ils de ce budget les années, bon, il veut demander certainement, qu'ont-ils fait de ce budget les années où la CEI n'a pas de révision? On est bien placé pour ça, vous êtes en train de poser des questions qu'on pose à tous les Ivoiriens qui sont responsables de certains lieux où il y a des budgets. Je ne peux pas vraiment répondre à cela. Mais je pense, toutes les fois qu'il y a une révision, il y a des fonds qui sont alloués à cette activité-là. Est-ce que chaque année, des fonds similaires à ce qu'on a fait en 2024 sont alloués? Je ne saurais y répondre. Mais je pense que dans le budget de la CEI, pour une commission qui doit fonctionner de façon continue, chaque année, il devrait avoir un budget pour la révision de la liste électorale. En tout cas, si le budget n'a pas été encore mis en place pour 2025, je les invite à solliciter la mise en place de ce budget. Mais il faut savoir que le budget, la commission électorale sollicite. C'est ce qu'on a reproché toujours. Ce n'est pas un organisme vraiment indépendant. Il sollicite et subit les mêmes aléas que tout le monde pour avoir les fonds. Donc, on te donne, on ne te donne pas, on te donne, on ne te donne pas. Voilà. C'est ça le problème. Voici. Il y a quelqu'un qui demande, Maître Blessy, nous voulons aller à des élections justes et transparentes, mais je reste dubitatif quand je sais que le RHDP est ultra dominateur avec près de 96% de présence dans les commissions locales. 97,8. Exactement. Donc, plus la présence unilatérale à la tête du secrétariat technique et à la vice-présidence. Maintenant, sa question, quelles sont les mesures concrètes devons-nous observer pour assurer la transparence et la vérité des urnes? Ça, c'est la première question. Chez moi, à Béomi, ils ne pourront pas faire de fraude. Parce que j'aurai la liste électorale biométrique que j'aurai étudiée, que j'aurai assainie. Et que j'aurai mis mes représentants qui seront formés, qui sont là. Et nous sommes en train d'exiger que les délibérations qui se font dans un bureau de vote soient affichées. Cela était un acquis. Mais un acquis que les gens ne respectaient pas. Il faut que les résultats dans un bureau de vote soient affichés. Il faut que ce soit affiché. Nous prenons certaines mesures pour ne pas qu'on nous vole notre victoire. Je ne vais pas les étaler ici, mais à chacun de nous de penser comment sécuriser la victoire là où tu votes, là où tu as ton bureau de vote. Parce que le bureau de vote dans lequel tu votes, c'est là que Tidiane Tram se trouve. Et il faut être là. Voilà. En additif, j'aimerais aussi informer que c'est une affaire de tout le monde. Voilà. Tout va se baser aussi sur la mobilisation lors des votes. Si le taux de participation est vraiment très élevé, ce sera difficile que même si vous avez 24 présidents de bureaux de vote, si tous les Ivoiriens se mobilisent pour voter, parce que pour pouvoir tricher, il faut qu'il n'y ait pas d'affluence. Et que si tout le monde est mobilisé, tous au bureau de vote, les résultats qui seront communiqués seront issus des bureaux de vote. Voilà. Donc vraiment la mobilisation de tout le monde, mais ça commence par l'inscription de la liste électorale. Effectivement. Donc la deuxième question dit concernant le découpage électoral, pourriez-vous nous rappeler les critères de l'élection d'une zone électorale? Nous voulons, avant votre... Je n'ai pas les critères, mais j'observe simplement que c'est un découpage électoral qui donne, avant même les élections, des circonscriptions au RHDP, au RDR, avant même qu'on commence les élections. 75 députés acquis. 75 députés acquis avant même qu'on commence les élections. C'est pourquoi à l'Assemblée nationale, on parle de majorité mécanique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voter. Le PDCI se mettra avec le PPACI, avec les indépendants, tout ça. On ne peut pas avoir une majorité pour faire passer une loi. Donc, lorsque une loi arrive, c'est juste, nous on va bavarder, on va défendre. Je vais raconter une anecdote. Il y a eu à l'Assemblée nationale un projet de loi qui était arrivé d'une modification du code de procédure pénale. Et j'avais estimé que
l'encadrement juridique de la perquisition dans nos cabinets d'avocats ou bien dans les cabinets des médecins n'était pas assez pertinent et qu'il fallait renforcer. Et j'avais été rejoint dans ma position par un médecin qui était du RHTP. Parce que lui aussi, pour question d'éthique, il dit, mais c'est pas possible. Bon, ma proposition avait été mise au vote en travaux de commission. Et il a voté pour moi, pour mon amendement. Mais l'amendement n'a pas été validé, il s'est passé. Et puis, je remets la même chose en plénière. En plénière, avant les plénières, il vient me voir, il me dit, Blessy, vraiment, tu m'excuseras, je suis d'accord avec ce point, mais je ne peux pas voter pour toi, parce que le vote que j'ai exprimé avant-hier en commission, on m'a convoqué, ce qu'on m'a dit, ma mère même n'a jamais dit ça. Donc au moment où la loi va passer, je vais sortir pour ne pas avoir un cas de conscience. Et il est sorti. L'Assemblée, je ne peux pas dire que c'est une caisse de résonance, c'est insulter l'Assemblée nationale, mais c'est une caisse de résonance. Il n'y a pas de débat qui puisse conduire. On débat pour que ça puisse conduire à des modifications. Je dis non. Là-bas, non. Il est interdit, pour eux, c'est comme si c'était interdit de contredire un texte qui portait la signature du président Alassane Ouattara. Tu ne peux pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont introduit le droit d'amendement de celui qui est de l'exécutif? C'est bien ça. Parce que tu fais un amendement, le ministre est là, il refuse. Et puis après, tu vois que le même amendement est remis entre les mains d'un député qui ne connaît même pas la matière, qui bute en lisant l'amendement. Et puis le ministre dit, oui, j'accepte. Quelle est la différence? C'est que de l'autre côté, c'est un PDCI qui a fait la proposition d'amendement, on l'a rejeté. Et le même amendement a été remis à un kidam du côté du RHDP qui ne sait rien de la chose, mais qui lit très difficilement. On me dit, bon, on accepte. C'est ça l'Assemblée. C'est ça les découpages électoraux. Il y a longtemps qu'ils ont préparé. Le RHTP, il faut le reconnaître, il a de la perspective dans la fraude. Il a de la perspective dans ce qu'il fait, dans la gestion du pouvoir, il a de la perspective. On a utilisé nos anciens qui étaient au RHDP en son temps, pendant tout ça, pour faire passer des lois, pour faire passer des textes. Mais ils préparaient quelque chose. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci maître. Nous allons, avec la permission de monsieur Henri, qui lui assure la mise en ligne, permettre à quelqu'un qui nous suit de poser la question en direct, si cela est possible. Monsieur Henri. Madame Ndri, elle est là. Bonsoir madame. Elle nous suit? Oui. Bonsoir Madame Ndri. Non, vraiment merci pour ce temps de partage et toutes les réponses. J'ai deux questions. D'accord. La première, on aimerait quand même savoir exactement le contenu en fait du décret signé par le président pour l'enregistrement sur la liste électorale. Que ce soit beaucoup plus clair pour nous. La deuxième question, c'est que je lis un peu partout que pour ceux qui sont à l'étranger, donc la diaspora, il nous faudra des cartes consulaires pour pouvoir aller nous inscrire sur les listes électorales. Quand on sait un peu comment c'est compliqué sur le plan administratif ici pour faire des documents, je me pose quand même des questions. Alors, est-ce que vous avez pensé, réfléchi un peu à la situation de la diaspora à ce niveau? Voilà mes deux questions. Merci. Merci, Madame Ndri. Bon, je vous ai indiqué, concernant le décret qui fixe les périodes et la modalité des révisions. Ce décret-là, son rôle, c'est de dire, le président de la République a décidé, nous allons faire la révision de la liste électorale. Voici le régime juridique, voici donc les conditions pour faire la révision de la liste électorale. Ces conditions prennent en compte quoi? D'abord, ça prend en compte l'actualisation des données personnelles. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes sur la liste électorale, il y a eu des erreurs en son temps, ou alors vous êtes maintenant marié, vous portez le nom, ou bien alors vous avez changé le nom du père parce qu'il y a eu une reconnaissance après tardive, tout ça, vous devez changer les données personnelles. La révision permet de changer ces données personnelles.
Maintenant, il y a aussi l'inscription des nouveaux électeurs, nos enfants qui sont devenus majeurs, pas absolument majeurs, parce que voici ce qu'on dit. Lorsque l'enfant a 17 ans, mais qu'au plus tard, le 30 mars 2025, il aura atteint la majorité des 18 ans révolus, c'est-à-dire les 18 ans plus un jour, il peut déjà, à ces 17 ans-là, s'inscrire sur la liste électorale. On reçoit, mais on essaie d'évaluer si au 30 mars, il aura les 18 ans. Il aura les 18 ans révolus. Donc, cet enfant-là, ces enfants peuvent s'inscrire sur la liste électorale. Il faut avoir 18 ans révolus, 18 ans accomplis, 18 ans à jour d'anniversaire plus 1. Voilà. Et c'est ces personnes-là qu'on inscrit. Mais madame, il y a des personnes aussi qui ne sont pas des nouveaux majeurs, qui sont des anciens majeurs, 78 ans, 50 ans, 28 ans, mais qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale. Ils sont nombreux comme nous, qui ont des cartes nationales d'identité, peut-être par paresse administrative, ne s'inscrivent pas sur la liste électorale. On va voter, tout le bruit qu'on fait là, ça ne les intéresse pas, ils n'y vont pas. Et ces personnes, cette année, parce qu'ils ont vu qui est devant, on a besoin d'échanger, ces personnes-là veulent s'inscrire sur la liste électorale. Donc, ça permet l'inscription de nouveaux électeurs. Ensuite, dans ce décret, il y a aussi ce qu'on vise, qui est la radiation de la liste électorale. La radiation concerne qui? Quelqu'un qui a été condamné, et on lui a dit que dans sa condamnation, ne devrait plus figurer sur la liste électorale, ou alors la radiation de personnes qui sont décédées, qu'on va dénoncer à la CEI pour que la CEI les radie de la liste électorale. Maintenant, il y a aussi, le président prévoit la procédure de révision de la liste électorale. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont sur la liste électorale, qu'on appelle dans le décret du président, qui précise en même temps les modalités selon lesquelles on fait le contentieux de la liste électorale. Voici ces éléments-là. Maintenant, concernant les papiers, c'est clair par la loi. On dit, 1, celui qui peut s'inscrire sur la liste électorale, là, il doit avoir, on va parler comme les Ivoiriens, celui qui veut s'inscrire là, il doit présenter sa carte nationale d'identité. Si tu as la carte nationale d'identité, tu vas dans un centre d'enrôlement. Tu vas dans un centre d'enrôlement, il y en a beaucoup, des centres d'enrôlement. Tous les lieux de vote sont en principe, les lieux de vote habituels sont en principe des centres d'enrôlement. Tu te rends là-bas avec ta carte nationale d'identité, tu donnes ta carte d'identité, on t'inscrit sur la liste électorale. Ou bien, tu n'as pas de carte d'identité. Tu as le récépissé de l'enrôlement. Le reçu bleu là qu'on donne pour l'enrôlement là, tu prends ça. Tu t'en vas, tu dis, j'ai fait mon enrôlement, je n'ai même pas encore eu ma carte nationale d'identité. Ça fait 3 ans pour certains, 5 ans, 10 ans, pour certains, ils n'ont même pas encore eu la carte d'identité. Il prend ton récépissé, il y a un numéro là-dessus, il t'inscrit sur la liste électorale avec les récépissés. Ou bien, encore, tu as un extrait de naissance et tu as fait établir ton certificat de nationalité. Ce certificat de nationalité-là, tu le prends, tu vas le présenter, on t'inscrit sur la liste électorale. Au total, soit tu as la carte nationale d'identité, soit tu as les récépissés, soit tu as le certificat de nationalité. Maintenant, pour ceux de nos frères qui sont à l'étranger, on demande une seule chose. Soit ta carte consulaire, soit ton passeport biométrique. Bon, beaucoup se sont insurgés, mais passeport qu'on voit toujours dans les faits divers, fraudés, trafic, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut... Ben, je ne m'attarde pas là-dessus, mais il faut le passeport biométrique ou votre carte consulaire. Voilà, il faut l'avoir. Et il faut l'avoir pour être inscrit du 19 au 10. Voilà, c'est un sujet aussi sur la difficulté d'avoir les cartes consulaires. Ah, remarquez, hein, pour certains, ce n'est pas difficile d'avoir les cartes consulaires. Nous avons vu que la population électorale de Paris, de la France, a doublé, sinon même triplé, en moins de 3 ans. Le président Bédier s'était insurgé contre cette situation parce qu'il avait rapporté que les cartes consulaires se distribuaient comme des petits pains à tous ceux qui avaient, avec la Côte d'Ivoire, une similitude d'ethnie dans leur zone. Voilà. Madame, je ne sais vraiment pas comment se délivre la carte consulaire, mais si vous êtes à l'étranger, vous avez sûrement, en tant qu'Ivoirienne, votre passeport biométrique qui vous permet de vous inscrire. Voilà. D'accord.
Voilà, il y a Madame Diane Doyer qui vraiment insiste par rapport à ce que vous avez dit, honorable Dia, pardon. Elle dit, je pense que si les militants du PDCI et tous ceux qui ont soif de changement se mobilisent sur le terrain pour surveiller les urnes et les votes, comme ce fut le cas à Cocody en 2016 et plus précisément récemment à Tia-Salé lors des municipales, ils ne pourront pas. Il s'agit d'une affaire de tout le monde, tous sur le terrain. Voilà, donc il y a aussi Nana Kouakou qui dit, maître, la CEI, s'il ne s'abuse, est une administration indépendante. Dans ce cas, est-ce qu'il est possible, bon, je ne sais pas ce que vous l'avez voulu dire, je lis ici, est-ce qu'il est possible d'ester la CEI en justice, oui, pour avoir également la prorogation des délais d'enrôlement? Ces éléments sont à l'étude, à la veille juridique, mais je pense que la CEI a une personnalité juridique. Nous allons étudier ça, toutes les possibilités de poursuivre la CEI en justice afin qu'elle soit contrainte d'organiser la révision de la liste électorale à date. Oui, voilà. Il y a Sa Majesté M. Ngoran qui dit que le président de la CEI a traité l'opposition de mauvaise foi sur une chaîne étrangère. Est-ce que c'est le rôle d'un président indépendant de dire ça et pourquoi l'opposition n'a pas réagi à cette déclaration? Le président Tidiane Thiam est en train de transformer, de ramener le PDCI au premier vertu. Il faut être non violent dans les actes comme dans le verbe. Et nous n'avons pas, il a observé, c'est bien, c'est tout à l'honneur du président de traiter les gens de, je ne sais pas, de malhonnêtes. De mauvaise foi. Non, de mauvaise foi. Le PDCI ne réagira pas. Le PDCI dira simplement que ce pourquoi il dit que nous sommes de mauvaise foi, c'est quelque chose auquel nous tenons. C'est tout. On n'ira pas dans ce sens, on ne descend pas dans la poubelle. D'accord. Il y a madame, une grande dame depuis Paris qui dit, elle se nomme madame Véronique Ba, secrétaire de section Paris 16e. Sa question est la suivante. Le président chargé de l'encadrement des jeunes était inscrit à Lille. Il est maintenant à Paris le 19 octobre. Quel document doit-il fournir pour le changement du lieu de vote? Certificat de résidence. Certificat de résidence. Certificat de résidence. Et il fait sa mutation. Oui, je veux revenir aussi concernant cette histoire de mutation. Il y a quelqu'un qui demande s'il comprend bien, il faut un certificat de résidence pour faire une mutation d'une ville à une autre. Oui. Monsieur Arnaud Ezès. Oui. Une ville à une autre, si c'est pas la même circonscription électorale. Bon, en Côte d'Ivoire, si c'est en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait concrètement si la personne déménage? De Yopougon à Cocody. Ou bien même, on va dire, de Djoko, comme Maître aime bien la vie. De Djoko à Béoumi, par exemple. De Djoko à Béoumi, il faut un certificat de résidence pour être inscrit sur, pour pouvoir être inscrit sur un bureau de vote de Béoumi. Oui. Il te faut un certificat de résidence. D'accord. Mais si tu quittes le quartier La Tobo à Béoumi pour aller à Béoumi village, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est dans le même territoire de la commune. Bonjour Maître Blessy, pouvez-vous nous dire à quelle heure d'aujourd'hui, pouvez nous dire à l'heure d'aujourd'hui si notre président pourrait être disqualifié pour la présidentielle de 2025 comme on entend dans les bruits de couloir? C'est M. Ouattara qui pose la question. C'est-à-dire que quand les gens disent le président Thiam sera disqualifié, au début, je m'étais laissé prendre au piège. Je suis parti chercher les textes et tout pour savoir. Je dis, mais pourquoi, sur quoi se font-ils pour dire ça? Il y en a qui disent, mais il n'est pas resté au pays pendant 20 ans. Moi, je reprends, sur cette histoire de 20 ans, j'ai aimé la réplique du ministre Niamey Yao. Il dit, mais Drogba n'était pas ici pendant 20 ans, mais quand il est arrivé, on lui a donné le brassard de capitaine. Donc, il peut être candidat. Maintenant, regardez bien, essayez de rentrer sur Google, chercher le texte de loi qui donne les conditions pour être candidat à la présidence. Je vous dis déjà que cette histoire de résidence en Côte d'Ivoire n'est pas dedans. C'est pas dedans. Ça n'existe plus dedans. Deuxièmement, cette pas prévalue d'une nationalité là, ça n'existe plus dedans. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est ajout des dépôts de candidature. Es-tu ivoirien? Oui, voici. Tu es exclusivement ivoirien? Oui, voici. Parce que j'ai renoncé. Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser
Sinon, la mauvaise foi, la mauvaise interprétation, non, même pas la mauvaise interprétation, la mauvaise foi pour rejeter la candidature de Thiam. Mais on ne peut même pas rejeter la candidature de Thiam. Pourquoi? Cela veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas habiles à être candidats. Ils sont plus reprochables, eux, que Thiam l'est aujourd'hui. Non. Il n'y a aucun élément dans la loi constitutionnelle qui permet d'éliminer Thiam. Et je n'irai pas dans les détails, parce que lui-même le dira, il n'y a aucun élément qui permet de faire autre chose. On va... Merci, maître. Voilà, on nous dit qu'il y a des mains levées. Voilà, pour ceux qui nous écoutent en direct, voilà, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un? Et aussi rappeler que normalement nous terminons à 17h30 cette émission, donc il est 17h21 minutes. On devait poursuivre un peu puisqu'on a commencé un peu tard. D'accord, donc on va mettre... je reste disponible. Moi, j'étais 15 minutes. Donc, surtout pour les gens de la diaspora, ceux de Paris. Je sais que vous avez sollicité mon arrivée là-bas. Je vais arriver, mais mettez-vous dans la cohésion. Oui. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 17h45. Voilà, on veut prendre quelqu'un en direct. Monsieur Henri. Docteur Christophe. D'accord. Bonsoir, docteur. Ok, bonsoir. Oui. Je voudrais saluer les différents secrétaires exécutifs et puis vous-même. Merci, alors, bonsoir. J'ai pris plaisir à écouter les deux intervenants et j'ai deux préoccupations. La première, c'est celle de ce que les contributions sur IPDCI RDA ont été lancées, mais il n'y a pas d'engouement. Alors, cela me donne une certaine inquiétude parce que ça dit que s'il n'y a pas d'engouement au niveau du parti, il n'y a pas de plan B pour pouvoir faire en sorte que nous atteignions nos objectifs. Ça, c'est un. Et puis deux, il y a Maître Blessy qui a parlé du fait que si des personnes sont au parfum de ce que certaines, il y a eu des décès dans leur famille, ces personnes peuvent aller avec un certificat de décès et pour que ce soit pris en compte pour expurger la liste électorale. Alors je voudrais savoir, lui en tant qu'homme de loi, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité, par exemple, de pouvoir, comme on appelle, consolider ces genres de certificats-là et puis les utiliser comme faire valoir pour atteindre le même objectif? Merci. Okay. Merci, docteur. Le premier point, c'est IPDCI. Il faudrait qu'on sache que c'est... En fait, l'engouement, on a l'impression que c'est un manque de compréhension, de culture. De culture aussi, des dons. Parce que le débat, c'était sur les dons. Et sur IPDCI-RDA, on a une fenêtre qui est liée aux dons au parti. Et par rapport à ces derniers mois, nous avons vu qu'il n'y a pas vraiment une grande affluence en termes de dons. Sinon, en termes de nouveaux inscrits, nouveaux adhérents au PDCI-RDA, effectivement, on a eu une très grande affluence. Mais en termes de dons, comme on l'a dit, en Côte d'Ivoire et en Afrique, hein, c'est un problème de culture. Et puis les gens aussi ont aussi un peu peur de mettre aussi leur carte bleue. Donc c'est pourquoi, tout à l'heure, Maître Bessie l'a dit, que pour tous ceux qui n'ont pas la culture, qui sont au local ici, qui n'ont pas la culture de pouvoir aller sur le site internet pour faire leurs dons, ils peuvent s'approcher des différents représentants qu'il y a dans chaque district, ou s'approcher de n'importe quel militant pour demander à rencontrer le haut représentant de la zone. Et ce dernier-là est disposé à le recevoir et il fera son don numéraire. Et le haut représentant va lui donner un reçu. Et ce don-là pourra être bien utilisé par le haut représentant. Parce qu'il y a le représentant du président Tidjane Thiam dans la zone. Maintenant, concernant l'engouement, vraiment sur les réseaux sociaux, sur le site internet, il faudrait que ceux de la diaspora s'approprient. Parce que vous voyez, on l'a dit tout à l'heure avec nos frères du Sénégal, c'est la diaspora qui a soulevé la campagne. C'est la diaspora qui a eu à mobiliser le maximum de ressources. Donc lorsque nous demandons qu'il y ait de l'engouement, cet engouement-là doit venir de la diaspora. C'est cette diaspora-là qui doit bien s'organiser parce que le président Tidjane Thiam, il est membre de la diaspora. Donc c'est un des leurs qui est aujourd'hui candidat au PDCI-RDA. Donc c'est eux qui doivent vraiment s'organiser et impulser cette dynamique-là. C'est pourquoi nous leur demandons de vraiment s'approprier IPDCI-RDA parce que ça a été conçu pour eux. Et il faudrait aussi qu'ils se mobilisent pour essayer de vulgariser au maximum cet instrument qui a été mis à leur disposition. Si vous voulez donner de l'argent au PDCI-RDA que vous ne trouvez pas, vous n'êtes pas dans
PDCI, ainsi de suite. Trouvez-moi à la permanence du plateau, au plateau. Je saurai garantir, sauvegarder la confidentialité de votre identité, en même temps que vous rassurez de ce que l'argent que vous allez donner rentre entre les mains de Tidiane Thiamé du PDCI RDA. Maintenant, concernant le point qui a été évoqué sur les personnes décédées, il a dit que vous pouvez, dès l'ouverture de l'enrôlement, aller présenter les certificats de décès. Le texte du décret, là, nous dit que lorsque quelqu'un est décédé, pour qu'on l'enlève sur la liste électorale, il faut donner soit le certificat de décès, soit le certificat de gens de mort. Donc, un acte administratif. Bon, c'est assez difficile, hein. Vous voyez, tous ceux qui meurent chez nous, là, il n'y a pas papier. Dans les villages, là, en dehors du registre, peut-être, d'inhumation, il n'y a pas d'autre papier. À Gulabougou, quelque part, chez moi, là-bas, on le prend et puis on va l'enterrer. Il n'y a pas de papier. Vous comprenez? Mais le président, là, parce qu'en réalité, la mort, là, en droit, c'est un fait juridique. Ce n'est pas un acte juridique, c'est un fait juridique. Et en principe, le fait juridique se prouve par tout moyen de preuve. Hein, tout moyen de preuve. Or là, le texte du décret nous limite aux actes juridiques, aux actes administratifs. Bon, prenons-le comme ça. Le président de la CEI a ouvert une fenêtre. Ils nous dit, nous avons vu un opérateur qui va se rendre dans toutes les sous-préfectures et travailler avec les chefs de village qui auront déjà eux-mêmes la liste électorale biométrique par circonscription et ils vont assainir la liste à leur niveau pour dire tel Kouadio Kofi, tel Touré Mariam, ainsi de suite, est décédé. Et la confirmation avec ces éléments-là permettra de venir au tribunal pour délivrer un jugement supplétif d'acte de décès. Bon, c'est long, hein, mais nous avons pris le président de la CEI au mot. Nous lui adressons une correspondance pour qu'il confirme cette société dont il s'agit, quand est-ce qu'elle va se mettre en marche, et puis nous allons lui servir la totalité des noms des personnes qui sont décédées et qui ont encore leur nom sur la liste électorale. Si je vous dis certains noms, vous êtes... ils ne veulent pas l'enlever carrément. Qu'est-ce qu'ils en font, des personnes décédées? Qu'est-ce qu'ils en font à partir des 15h, 17h dans les bureaux de vote? Voilà le problème. Donc, mais cette fois, aucun mort ne sera sur la liste électorale. Aucun élément... Mais attendez. Cette liste électorale, où elle est bonne et acceptée par tout le monde, où elle n'est pas bonne et ce n'est pas avec elle que nous irons à ces élections d'octobre 2025. Il faut que cela soit dit pour tout le monde. Voilà. Merci, Maître Blessy. Nous avons le professeur Kwame, professeur Kwame qui a levé la main. Professeur, bonsoir. Bon. Bonsoir, professeur. Activez votre micro, s'il vous plaît. Professeur. Ah oui, c'est bon là. Oui, okay. On vous entend maintenant. On vous entend. Merci, je voudrais vraiment féliciter les deux personnalités qui sont sur votre plateau. Même ici et l'honorable Dia pour le travail formidable qu'ils font pour le PDCRDA. Tout à l'heure, pour rebondir sur la question des décédés, il a dit en chutant Maître ici tout à l'heure, ce n'est pas le problème des décédés. Ce n'est pas le fait que des décédés soient sur la liste qui pose problème. C'est le fait que des décédés votent. Et ça, c'est la vigilance qu'il faut observer. Deuxième chose, c'est au niveau des moyens scientifiques actuels, avec la biométrie et les logiciels, pour pouvoir confronter nos listes, la liste électorale de Côte d'Ivoire avec la liste électorale des autres pays voisins. On se souvient bien, en 2000, nous avons eu ce problème de liste électorale. On a confronté la liste électorale avec la liste des demandeurs de carte de séjour et on a découvert effectivement que de nombreuses personnes qui étaient demandeurs de carte de séjour étaient sur la liste électorale. Donc il y a des moyens scientifiques de toiletter cette liste électorale. Les listes électorales du Mali, du Burkina, de la Guinée, tout ça sont disponibles. Les partis politiques les ont. Il suffit simplement avec l'ingéniosité de nos informaticiens de vérifier les doublons avec la biométrie et on verra l'ampleur du problème. C'est ma proposition que je voulais faire. Je vous remercie.
Merci bien. Merci, professeur Atongwen. Oui, et je pense, il ne faut pas oublier, hein, il faut toujours avoir l'idée que la liste électorale d'un pays est un élément de sa souveraineté. Le Burkina ne le donnera pas si le Burkina n'a pas envie. Le Niger ne donnera pas si le Niger n'a pas envie. La Guinée ne donnera pas si la Guinée n'a pas envie. Et je ne pense pas que il y a ici en Côte d'Ivoire des Ivoiriens qui ont la liste électorale de la Guinée, du Mali, du Burkina ou bien du Niger. Ces croisements, c'est vrai, il y a des éléments scientifiques qui permettent de faire ces croisements. Mais ne vous en faites pas, monsieur le professeur, des éléments, puisque les croisements que vous suggérez sont faits. Allons-y seulement. Comme on dit en Côte d'Ivoire, allons seulement. C'est le 19, le 20, le 21 jusqu'au 10 qu'on pourra voir tout le travail qui a été fait. Sinon, je retiens vos propositions, elles sont pertinentes. Voilà. Il y a M. Christian Kouakou qui pose la question. Avant de poser sa question, nous voulons vraiment dire merci à tous ces militants qui nous suivent. Hein. Nous avons plus d'une centaine qui nous suivent sur Zoom, une centaine aussi sur YouTube et plus d'une centaine sur PDCI TV en tout cas. Nous vous saluons. Monsieur Christian Kouakou, il demande pourquoi le PDCI a encore des représentants à la CEI. Lorsque nous demandons la réforme de la CEI, son président bondit ça pour dire que tous les partis politiques sont d'accord sur tout ce qui s'y passe. Alors pourquoi les partis de l'opposition, spécifiquement le PDCI RDA, ne retirent pas ses représentants? Maître. Bon, y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que ça ne va pas, ce n'est pas ma compétence. Mais c'est bien réfléchi lorsque deux pays sont en difficulté. Il y a l'un qui demande, qui rappelle son ambassadeur. Mais il faut savoir que lorsque le PDCI désigne une personnalité pour aller à la CEI, la personnalité ne représente pas le PDCI. Le terme représenté a été sorti à la veille d'un procès à Arusha, où moi j'étais, par le gouvernement, et le gouvernement a signé une ordonnance. Il faut remarquer que les lois sur la CEI, toutes les modifications ont été faites à l'Assemblée nationale par des lois, sauf la dernière modification qui a été faite par ordonnance, parce que l'État de Côte d'Ivoire était en difficulté dans le procès que j'avais initié à Arusha, hein, à la Cour africaine des droits de l'homme. Et la veille de la discussion, ces avocats sont venus avec une ordonnance que nous ne connaissions pas, qui venait d'être signée l'avant-veille par le président de la République. J'en ai ri et puis j'ai vu là que j'appartenais à la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais je pense que c'est le président, c'est à lui qu'il appartient de prendre cette décision-là. Et il ne devrait pas prendre cette décision seul. Il est difficile de faire la politique la chaise vide. C'est une politique que le PDCI ne veut pas expérimenter. Mais le président, avec les forums dans lesquels nous sommes, les plateformes dans lesquelles nous sommes, c'est des questions qui sont en train d'être étudiées. C'est des questions qui seront étudiées, vous allez voir, peut-être. D'accord. Monsieur Alliance Kofi et puis Monsieur Yakwame, je pense que les questions sont quand même similaires. Monsieur Alliance Kofi dit « Bonjour à tous, j'ai une préoccupation, j'ai voté en 2010 à Koumassi et depuis, je n'ai plus participé au vote car le PDCI, depuis 2010, n'a plus de candidat. Je veux savoir si c'est toujours mon lieu de vote. » Et monsieur Yakwame qui dit « Bonjour à tous, merci pour toutes vos informations, pour toutes les informations que vous partagez avec nous. J'ai une question qui est la suivante. En 2010, j'ai voté à Sassandra, mais à présent, je suis à Abidjan. » Voilà. Donc, si vous voulez voter à Abidjan, alors que vous étiez à Sassandra, vous faites établir à Abidjan dans le lieu où vous êtes, un certificat de résidence, vous rentrez dans un centre d'enrôlement, on vous inscrit sur la liste électorale de cette commune-là. Maintenant, vous avez voté à Koumassi en 2010, depuis vous n'avez plus participé à une élection, vérifiez, vous êtes inscrit toujours sur la liste électorale, vérifiez par Internet sur la liste électorale, c'est disponible. Si vous rentrez votre numéro de carte d'électeur, vous verrez votre nom et puis le bureau de vote auquel vous appartenez. Vous pouvez même vérifier avec son nom, son prénom, sa date de naissance, et puis ça dit tout va s'afficher. Je pense que M. Oswald Yoman a la réponse à sa question parce qu'il a dit dans le passé, il a voté, mais par déception, il ne s'est plus fait réinscrire depuis 2010. Donc, quelle est la procédure Il est toujours inscrit sur la liste électorale. Ok, d'accord. Donc, quelqu'un demande, peut-on s'établir une CNI avec l'acte du décès d'un parent? Ah non. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit?
Il a un parent qui est décédé, est-ce qu'avec son nom? Je pense, hein? Oui, on doit pouvoir le faire puisque son nom figure sur sa filiation. Il doit pouvoir l'établir. D'accord. D'accord. Nous avons en ligne M. Vincent de Paul. Est-ce qu'il est là? Bonsoir, M. Vincent. D'accord. Bien avant qu'il nous prenne, il y a M. Christian Kwaku qui demande pourquoi le PDCI a encore des représentants. Je pense qu'on a déjà répondu à la question. Voilà. Monsieur Kwame Kwaku Constant, il dit bonsoir, je suis à Songon, je voudrais savoir où trouver un bureau du parti pour son adhésion. Dans un lieu de vote. Non, pour son adhésion. Pour son adhésion au PDCI. À Songon. Donc, il n'a qu'à s'approcher de son délégué. J'ai délégué de son nom, c'est qui? Le délégué, c'est Eric Mobio. Eric Mobio. Ouais. Eric Mobio. Eric Mobio. Voilà. Il y a un bureau de... Il y a un siège PCI là-bas, mais bon, on va communiquer le numéro du délégué afin qu'il puisse le contacter. Inbox. Voilà. D'accord. Monsieur Etienne demande, il est là, Monsieur Vincent de Paul? Bonsoir, Monsieur Vincent de Paul. Bonsoir, madame. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, monsieur le vice-président. J'ai une préoccupation, c'est qu'au sein de la CI, il y a des micro-partis politiques qui ne représentent rien et qui n'ont même pas de représentation au niveau du territoire national, mais qui se taillent des rôles très consistants et qui influencent même des choix au sein de la CI. Je veux parler des petits partis dont on connaît simplement le président et ils n'ont pas de siège. Et ces petits partis qui n'ont même pas de représentation, par exemple, sur le territoire italien, se retrouvent à être les vice-présidents de la CRD, alors que le PDCI-RDA ou le FPI ou PPACI, qui ont des représentations dans toutes les régions d'Italie, ne peuvent pas avoir ce rôle de vice-président parce que dans des accords passés entre eux, des alliances entre eux, ces petits micro-partis se retrouvent à être vice-président et que, soi-disant opposition, mais en réalité, ce sont des opposants qui ont des rapports avec la présidente, le parti au pouvoir. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est le problème de la composition de la CEI. C'est vrai qu'il y a des partis qui sont à la CEI qui ne représentent rien, dont les militants ne peuvent même pas remplir une boîte d'allumettes. Pas du tout. Maître, pour finir, pourquoi ne pas insister à ce que les partis qui n'ont pas de représentation au Parlement ne soient pas représentés à la CEI? Sauf tous les partis qui doivent être à la CEI doivent avoir au moins un député au Parlement. Pourquoi ne pas imposer cette norme à la CEI? Parce qu'on se retrouve avec des partis politiques que le seul président qui est connu, Doumbia Major, le parti de Doumbia Major par exemple, il est représenté dans quelle ville de Côte d'Ivoire? En dehors de lui-même. Aucune ville. Et il se retrouve à être vice-président de la CEI et il conditionne les choix que normalement des partis politiques comme le PDCI-RDA présents sur l'ensemble du territoire italien ne peuvent pas avoir. Et oui, mais justement, c'est une stratégie élaborée par le pouvoir pour dominer toutes les CEL, toutes les CERD. Justement, lorsque nous passons aux élections, vous ne citez même pas, vous citez les partis, vous ne citez même pas les préfets. Les représentants des préfets votent toujours pour le candidat du RHDP qui doit prendre la présidence. Et les petits partis, je ne les appelle pas les petits partis, les personnalités qui disent avoir des partis et qui sont là-bas, qui n'ont aucune représentation nationale, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni même dans les municipalités, nulle part sont tenus de se faire, de mutualiser pour que le candidat du RHDP soit élu président, à charge pour le RHDP de leur distribuer les autres strapontins qui restent. Donc, voilà. Si vous lisez, si vous lisez la décision qui a été rendue par Arusha, la Cour africaine des droits de l'homme, vous vous rendrez compte que la Cour africaine des droits de l'homme a instruit l'État de Côte d'Ivoire d'avoir à fixer des conditions objectives dans le choix des ONG, de la société civile qui sont à la CEI, dans le choix des partis politiques qui sont de l'opposition, qui sont à la CEI.
Mais attendez, rien n'a changé. L'État a choisi de sortir de certaines dispositions de la Cour africaine des droits de l'homme plutôt que d'appliquer ce qui permettrait d'avoir une représentation peut-être égalitaire à la CEI. Ce que vous décriez là, en Italie, mais c'est partout. En Côte d'Ivoire, les CEL sont présidés à 98,7% par le RDR. Voilà. C'est eux qui convoquent tout. Et les autres postes sont à... les vice-présidents autres sont à ces représentants de partis fantoches dont vous parlez qui n'existent pas. Voilà. C'est ce contre quoi on lutte. Mais honte à eux. Honte à eux parce que quand on en parle, ils disent mais c'est les partis de l'opposition. Depuis quand ils sont de l'opposition? Ils ne sont pas de l'opposition. C'est des partis, des personnalités inféodées, affirmées depuis longtemps dans le parti au pouvoir. Non, vraiment, je l'ai dit à un représentant de la CEI, un commissaire de la CEI à Bouaké, ce que j'admire chez eux, c'est de pouvoir défendre des choses auxquelles eux-mêmes ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Il n'y a pas d'égalité à la CEI, pas du tout. La représentation du PDCI. Au PDCI, il n'y a d'opposition que PPACI et PDCI RDA à la Commission européenne, à la Commission électorale indépendante. Donc je suis d'accord avec vous. C'est un combat que nous avons commencé depuis longtemps et nous continuerons ce combat jusqu'à ce que ceux qui veulent indûment tirer profit d'une situation qui est vraiment frauduleuse acceptent de venir à des situations justes pour que nous partions tous sur la même ligne de départ pour les élections d'octobre 2025. Justement, Maître Blessy, il y a Madame Patricia Rickens, DG de Allemagne, Düsseldorf. Elle dit, ici en Allemagne, nous avons des Africains que nous connaissons qui subitement possèdent le passeport ivoirien. Que doit être votre réaction par rapport à ça? Il y a eu en Côte d'Ivoire, il n'y a pas très longtemps, un scandale, une procédure qui était devant le pôle pénal de fraude de 100 000 passeports ivoiriens. Souvent, on trouve des faussaires qui fabriquent des passeports ivoiriens au forum d'Agamé, vers la gare routière, partout. Et donc, le choix du gouvernement de dire que c'est quand même assez délicat de dire que tous les Ivoiriens qui ont les passeports biométriques peuvent se présenter et être sur la liste électorale lorsqu'on sait que ce passeport-là est vendu comme des petits pains, est possédé par des gens qui visiblement ne sont même pas les Ivoiriens et qui sont protégés. Madame, vous avez raison. Vous avez raison. Ils ont distribué le passeport et la carte consulaire de Côte d'Ivoire partout. La liste électorale de France a doublé et triplé en moins de 2 ans. Mon Dieu! Que d'enfants majeurs ou alors tous ceux qui ont traversé l'océan pour arriver à Paris avaient le passeport, avaient la carte consulaire. En Allemagne, c'est la même chose. Tous ces gens, ils achètent le passeport ivoirien. Ils achètent le passeport ivoirien. Parce que la moralité n'est pas une vertu partagée largement en Côte d'Ivoire du point de vue de ses représentants. Ceux qui doivent sauvegarder cet instrument important ne le font pas décemment, ne le font pas correctement. Tout le monde a un passeport biométrique. Et ils en ont même des passeports diplomatiques. Donc, on se demande à quelle sauce on sera bouffé. Et je suis content que vous releviez vous-même ça, vous qui êtes une ressortissante allemande. Mais on peut ajouter à ce que Maître Blessy vient de dire, le ministre de l'Intérieur, Bagondo, lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée, lui-même, il a confirmé qu'ils ont pu identifier même 20 000 sur les 100 000. Il y a des combattants en Syrie qu'on a trouvé morts, qui avaient les passeports ivoiriens sûrs. Voilà, donc c'est pour dire que le problème il est sérieux. Il est sérieux. Voilà. Voilà, merci. Honorable, nous allons prendre une dernière personne. Voilà, c'est Madame Nyon. Madame Nyon Kwasi, si elle nous écoute, nous voulons la saluer. Bonsoir Madame. Alors que nous sommes en train de pratiquement terminer cette émission. Voilà, nous sommes au thème de notre émission, mais on va prendre la bonne dame si elle est encore en ligne. Sinon, une dernière question. Le temps qu'on se rassure qu'elle est encore en ligne, on va prendre cette dernière question. Il demande, Monsieur Etienne demande, cher maître, est-il possible de faire inscrire sur la liste électorale un nouveau major dont le passeport ivoirien a expiré?
Non, je pense que c'est un passeport valide. En cours de validité. Hein. Vous ne pouvez pas prendre un passeport. Et je vais ajouter, concernant le certificat de nationalité, le certificat de nationalité qu'on va faire est gratuit. Quand je dis gratuit, il n'y a pas de frais de timbre. C'est-à-dire que c'est le greffe qui va au trésor pour prendre les timbres et qui les appose sur le certificat de nationalité que tu as demandé. Le certificat de nationalité ne se présentera pas différemment du certificat de nationalité qu'on donne actuellement. C'est un certificat national classique, un certificat national de droit commun que vous aurez. La conséquence, c'est que ce certificat de nationalité peut vous permettre ultérieurement de faire votre dossier pour avoir la carte nationale d'identité. Ce certificat de nationalité peut vous permettre de faire toute autre course et pouvoir le produire comme un certificat de nationalité. C'est un certificat de nationalité normal. Normal. Voilà. Nous allons prendre la toute dernière intervenante, Madame Nia Kwasi. Madame Nia, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Vice-président. Bonsoir, Maître Dessy. Donc, c'est la délégation, je représente la délégation du Grand Est, Strasbourg. Et on avait des questions concernant les bureaux de vote. Il se trouve que tout le Grand Est a un seul bureau de vote, qui est à Strasbourg. Donc, comment contraindre la CEI pour avoir plusieurs bureaux de vote dans ces zones-là? Bon, ça, c'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple du Grand Est, mais dans d'autres régions, on sait que les villes ont quand même des distances, les distances sont quand même à prendre en compte, mais voilà, donc on a des Ivoiriens, un certain nombre d'Ivoiriens quand même dans ces zones, mais voilà, on a un seul bureau de vote, et ce n'est pas que dans le Grand Est. Deuxième question, on a la question de la problématique de nos frères sans papier. Est-ce qu'en tant qu'Ivoiriens, comment pourront-ils voter, se faire enrôler? Donc, c'est la deuxième question. La troisième question va porter sur... Allez-y, on vous écoute. Voilà. Donc, la troisième question, c'était par rapport à cette question de CEL ou CRD. Est-ce que dans nos... Bon, là, bientôt, nous, on a les bureaux de vote ouverts, les bureaux d'enrôlement ouverts dans le Grand Est. Est-ce que il y aura la commission de Paris, la CEL de Paris, il y aura au niveau des bureaux de vote, qu'est-ce que le PDCI envisage pour représenter les partis dans les bureaux de vote? Quelle stratégie il peut mettre en place? Bureau de vote ou centre d'enrôlement? Les deux. Ah. D'accord. Je pense que pour le Parce premier point... il nous faut anticiper, comme vous le dites. Oui. Merci beaucoup. Comment ça s'appelle? Madame Nian. Madame Nian. Ok, vraiment merci beaucoup. Je pense que... Oui, Madame Nian. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Ok. Je pense que, Maître, pour le premier point, la dernière fois qu'on a fait la parole aux militants, les militants avaient soulevé ce point-là, concernant le fait que les bureaux de vote sont très souvent dans les ambassades. Et ce n'est pas dans tous les pays qu'on a des ambassades. Donc les gens sont obligés de se déplacer, voyager même pour pouvoir voter. Et la proposition qu'ils avaient faite, c'est de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas mettre des consulaires dans les différents consulaires là. Les consulats, pour que ça puisse être des lieux de vote. Comme ça, ça va permettre, parce que le président de la CEI lui-même avait soulevé ce point-là pour dire que le taux de participation n'est pas très élevé. C'est de vraiment permettre à un maximum d'Ivoiriens. Dans chaque zone, on a des consulats. Voilà, donc ils pourront plus, ça sera plus accessible pour eux. Oui, mais c'est des points qui doivent être vus au moment de l'élaboration de la cartographie électorale. Mais on peut le voir encore. Moi, je prends ça comme élément important pour essayer de voir avec la CEI, la zone de Strasbourg, si la chose, le Grand Est, qu'on peut trouver des solutions, et il faut le faire. Deuxièmement, concernant les sans-papiers, on n'a pas dit des partis présentés. Si tu veux avoir ton nom sur la liste électorale, tu mets ton nom sur la liste avec ton passeport. On n'a pas dit de partir avec ta carte de séjour ou bien ta carte de résident, non. Donc un sans-papier en France, sans-papier français, a son passeport ivoirien, donc il peut être inscrit sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Donc je ne pense pas que ça pose un problème.
Maintenant, concernant les CEL, quelles sont les dispositions qu'on prend? Au niveau des centres d'enrôlement, un appel a été fait pour que les gens s'inscrivent afin d'être retenus comme gestionnaires ou bien dans les centres d'enrôlement. Maintenant, concernant les représentations dans les bureaux de vote, Madame Niang, dites-vous bien que nous allons anticiper. Ce n'est pas un mois avant les élections qu'on va avoir nos représentants des bureaux de vote. Vous serez appelés très tôt, 4-5 mois avant, à travailler avec nous pour désigner nos représentants des bureaux de vote. Parce que c'est là qu'il faut blinder. Il faut blinder beaucoup. Donc, soyez rassurés. Et puis, Madame Niang, vous pouvez m'appeler en off. Je pourrai donner toutes les informations qu'il faut. Hein, puisque c'est une déléguée, je pense, de la zone. La zone S. Voilà, nous avons pratiquement voilà, terminé cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau Maître Blessy et aussi l'honorable Dia. Ça a été vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous rappelons que cette émission a été chapeautée par M. Henri et cette émission... Il n'y a pas un dernier mot? Ici. Oui, j'allais, c'est vrai, maître. Vu le temps qui est imparti, en fait, nous avons... Non, on va vous laisser quand même. Je vais faire court. Effectivement. Je voudrais m'adresser aux militants du PDCI-RDA, d'ici et d'ailleurs. Pour beaucoup, vous êtes à peu près soit 5 ans moins âgés que moi, ou alors du même âge que moi, ou bien au-delà. C'est donc pour beaucoup notre ultime combat. C'est notre ultime combat. C'est ton ultime combat. Imagine-toi encore après le 25 octobre en train de chercher à faire PDCI. Non, on doit être au pouvoir le 25 octobre. C'est ton ultime combat. Mets dans ce combat tes ultimes forces, ton ultime intelligence, pour que tu puisses contrer toutes les velléités de fraude qu'il y a autour de toi, dans ton bureau de vote. Il faut que tu bandes tes muscles et ton intelligence pour trouver les ressources pour ne pas que notre victoire soit volée, pour ne pas que des méthodes frauduleuses soient introduites dans une consultation populaire qui devrait être en principe équitable et égalitaire. Donc, si tu es comme moi, tu acceptes que ce combat du 25 octobre, ce combat électoral du 25 octobre est le dernier, l'ultime que tu auras, mais y toute ta force. Ceux qui veulent donner au PDCI, approchez les responsables du PDCI, appelez-moi. Je saurai garder votre confidentialité si c'est ce que vous souhaitez, et votre argent sera servi au PDCI pour la destination que vous voulez. Mais en tout cas, le combat du 25, ce n'est pas le combat des gens qui se mettent dans les coins, qui regardent les autres se battre. Ah, celui-là, il fait PDCI tout le temps. Il est bon, je vais l'écouter. Non! On doit tous être écoutés. Nous sommes tous très puissants pour le PDCI-RDA. C'est un esprit. Laisse-toi prendre par l'esprit. Pour que dans cette transe-là du PDCI, on puisse réellement gagner nos élections le 25. Nous avons plus de chances aujourd'hui que hier. Et nous devons transformer cette chance-là en opportunité pour gagner. Je compte sur toi. Je compte sur toi qui es à l'étranger. Je compte sur toi qui es en France. Pour arrêter les problèmes de division, d'opposition, de cohésion là-bas. On ne cherche pas à être plus patron que celui-là au PDCI. Gagnons les élections, chacun sera patron. Laissez, on vous a frustré, oubliez. Il s'agit de mettre un président PDCI à la tête de ce pays. Après, on fera nos palabres pour avoir les postes de députés, du sénateur et autres. Pour l'heure, je vous appelle à la cohésion. Et c'est le langage, le message du président Thiam qui m'a laissé avant d'arriver ici. Merci à vous tous. Merci, Maître Blessy. Honorable, un dernier mot. Après ce que Maître Blessy vient de dire, moi-même j'ai été captivé. Et vraiment, j'appelle vraiment tous les Ivoiriens à se mobiliser pour l'inscription sur la liste électorale. Parce que 2025, il va falloir que nous composions seulement avec ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Cette élection de 2025 elle est capitale. Il faudrait que la mobilisation soit totale. Il faudra que les différents lieux de recensement soient inondés d'hommes. Nous appelons vraiment tous les Ivoiriens, à tous les niveaux qu'ils soient, de se mobiliser et de s'inscrire sur la liste électorale. C'est vraiment très important.
parce qu'il y va de la suivi de notre nation. Donc nous appelons tout le monde à se mobiliser. Et je suis convaincu que si nous sommes tous inscrits sur la liste électorale, c'est sûr et certain, à 100% que le président Tidjane Thiam sera vainqueur pour les élections présidentielles de 2025. Vraiment, je vous remercie et je tiens aussi à remercier Maître Blessy qui a éclairé vraiment tout le monde. Et moi-même sur le plateau ici, j'ai été aussi édifié. Et j'espère que cela va se répéter encore pour que tout le monde reste concentré sur l'objectif. Je vous remercie. Merci honorable Dia. Voilà, nous avons été vraiment très heureux à vous présenter cette émission dénommée La parole aux militants. Elodie Tate était à ce micro et puis nous saluons la dynamique équipe qui s'est chargée de la mise en ligne de cette émission. Voilà, nous saluons de passage M. Nguesson Alexis qui, quoiqu'étant pas avec nous ce soir, a été justement à assurer la mise en ligne de cette émission. Merci infiniment et on se retrouvera très prochainement par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Merci.